Alors bonjour, je m'appelle Charlotte et je suis gestionnaire des programmes et de l'engagement au Réseau EdCan. Le Réseau EdCan est un organisme national à but non lucratif dédié au soutien des conseils scolaires à travers le Canada. Nous avons à cœur d'appuyer les conseils scolaires dans la création de milieux de travail plus sains et positifs. Notre mission est de faire entendre les voix de l'ensemble des professionnels de l'éducation et de promouvoir des pratiques innovantes appuyées par des données probantes dans le secteur éducatif, tant au niveau primaire qu'au secondaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à souligner que je vous parle depuis Montréal, au Québec, qui se trouve sur les territoires traditionnels non cédés du peuple Mohawk. Donc, c'est avec respect et reconnaissance que nous amorçons cette rencontre. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter notre conférencière invitée, qui est Katharina Mamprin. Elle nous propose une réflexion sur les relations interpersonnelles au travail chez les personnes enseignantes, les relations qui peuvent être source de bien-être, mais aussi de stress, surtout en contexte de pénurie de personnel. Professeure adjointe à l'Université de Montréal, Dr Mamprin s'intéresse aux liens entre la santé psychologique au travail et la qualité des relations dans les milieux scolaires. Alors, sans plus tarder, je lui cède la parole. Merci beaucoup, Charlotte. Bonjour à toutes et à tous, en fait à toutes pour l'instant. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous me retrouvez là parce qu'il fait tellement beau dehors. Fait que je me dis, j'espère que vous êtes... En fait, je suis contente d'avoir quelques personnes quand même qui vont assister à la présentation aujourd'hui. Mon nom est Katharina Mamprine, je suis professeure adjointe à la Faculté des sciences d'éducation de l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, en fait, je voulais faire juste un petit saut parce qu'en fait, on parle beaucoup des relations interpersonnelles là, dans le travail, puis des qualités que ça peut apporter, puis tous les bienfaits, puis il y en a plusieurs. Mais en même temps, comment on peut avoir un point de vue assez lucide aussi sur ces questions-là, surtout quand il y a un grand roulement, quand il peut y avoir des tensions, quand tout le monde a des statuts différents là, dans l'école, là, on a des rôles différents aussi. Donc, comment on peut arriver à des relations interpersonnelles qui sont positives, mais aussi à être au fait là, de certains éléments peut-être qui peuvent avoir une incidence plus négative. Donc, on va vraiment aller vers le meilleur et le pire. Dans le fond, puis là, j'ai dit le pire, mais en même temps, ça va être juste quelques éléments à avoir en tête, là. Mais dans le fond, je voulais voir autant avec vous à quel point c'est central les relations interpersonnelles, à quel point il y a des éléments positifs. Mais après ça, quand on va aller plus dans les éléments à garder en tête pour que ça demeure positif ou encore comment, dans le fond, on peut limiter certains effets potentiellement négatifs, je vais vous présenter davantage des résultats de recherche. Puis on va conclure là, ça des pistes pour favoriser les issues positives des relations interpersonnelles au travail. Donc, quelques pistes un peu plus pratiques. J'ai pas besoin de m'éterniser là-dessus, mais vraiment, les relations interpersonnelles au travail sont centrales et multiples en enseignement. On a les enseignants, les élèves, la direction, le personnel non enseignant, les parents, les professionnels. Vraiment, le portrait est large. Donc, ça, c'est au sein de l'école, mais après, on a aussi toute la communauté scolaire qui s'étire beaucoup plus, qui va en dehors des murs de l'école. Puis, tous ces échanges-là qui constituent justement cette complexité-là, mais aussi cette richesse-là des relations interpersonnelles. Donc, quand on parle de relations interpersonnelles au travail, c'est pas juste une relation, mais en même temps, chacune des relations est assez particulière. La relation parent-enfant est différente de la relation enfant-élève, enseignant-élève, mais aussi différent justement de la relation entre des enseignants et la direction scolaire. Donc, tout ça, en fait que chaque relation est très singulière. Donc, non seulement on est devant une multitude de relations qui sont particulières, mais on fait aussi face à des gens qui ont des caractéristiques différentes, et avec qui on s'entend mieux, moins bien, tout ça. En fait, ça fait que non seulement il y en a beaucoup, mais après ça, on est confronté à beaucoup de personnes aussi. C'est pas comme une petite équipe d'une PME qui serait 5-6, qui sont toujours en contact ensemble, puis peut-être avec la relation client. Non, il y a vraiment comme une communauté qui s'installe là, autour dans le contexte scolaire. Quand on parle du meilleur, quand on parle justement de ce qui est beau dans les relations interpersonnelles, puis qu'est-ce qui peut avoir des relations positives, pas des relations, mais des retombées positives chez les enseignants, chez les directions, chez les élèves, tout ça. En fait, je vais prendre un exemple parce qu'il y en a plusieurs, puis on pourrait s'attarder à plusieurs types de relations interpersonnelles, hein, parce que là, je parle de ces relations-là en général, mais là, je vais m'attarder plus au soutien social, parce que ça, c'est vraiment un des éléments qu'on va mettre de l'avant
beaucoup dans les écoles parce qu'on se dit, ah, ben, soutenez-vous les uns les autres, puis vous allez pouvoir justement, ça a des qualités notamment sur le bien-être au travail, ça a des qualités pour la prévention de l'épuisement professionnel, pour la réduction du stress, pour l'adaptation au changement. Puis ça crée aussi un climat qui est favorable aux apprentissages et aux collaborations. Ça semble presque magique, puis on se dit, wow, le soutien social peut faire tout ça, et effectivement, c'est une ressource qui est très importante, mais en même temps, le soutien peut venir aussi de plusieurs personnes, hein. Fait que là, je dis, c'est pour les enseignants, mais ça pourrait être aussi les élèves qui soutiennent les enseignants en précisant leurs besoins. Ça pourrait être les parents qui soutiennent les enseignants en faisant, encore une fois, en précisant les besoins ou en donnant des ressources, des réflexions pour aider les élèves en classe. Ça peut être les enseignants qui soutiennent les parents, ça peut être les enseignants qui soutiennent la direction et l'inverse. Donc, en fait, le soutien social, c'est pas non plus à sens unique. Donc, il y a toujours une relation bidirectionnelle. Puis, ça va aussi toucher toute la communauté scolaire. Puis, on va dire justement que, ben, toutes ces retombées favorables-là, on le souhaite parce que, puis là, je reviens aux enseignants, le bien-être chez les enseignants peut avoir des retombées sur l'expérience scolaire des élèves, des retombées positives autant sur l'établissement d'un climat favorable aux apprentissages, autant sur la sensibilité aux besoins aussi. Donc, des enfants qui auraient des besoins particuliers, ben, qu'on soit capable justement de répondre le mieux possible à leurs besoins parce qu'on est sensible puis on a encore assez de flexibilité là, pour être capable de trouver des solutions novatrices. Quand on est stressé, quand on est en épuisement, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à ça parce qu'on est un peu en mode survie puis on se replie un peu sur nous, mais ça, on va y revenir. Donc, pour le meilleur, on s'entend bien là-dessus. Il y a des retombées positives qui sont largement documentées. Puis en plus, on va même les retrouver dans des conceptions du bien-être elles-mêmes. Donc, les conceptions du bien-être, puis je rentrerai pas là-dedans, puis dans tous les termes, puis en même temps, moi, c'est un de mes dadas, mais quand même, il y a plein de façons, puis de concepts associés. En fait, il y a plein de façons de définir le bien-être, puis il y a plein de concepts associés, puis on peut s'y perdre. Mais dans le fond, quand on regarde certaines des conceptions du bien-être, on voit que l'adéquation interpersonnelle, par exemple, fait que le fait d'avoir des relations interpersonnelles positives au travail, fait même partie des composantes elles-mêmes du bien-être, hein. Puis là, on est dans une conception du bien-être qui est à long terme, puis comment on peut atteindre son plein potentiel euh, dans, dans, dans l'école ou dans ce cas-ci dans l'école, mais au travail de façon générale. Donc, l'adéquation interpersonnelle fait partie même des composants. On le retrouve aussi dans le modèle PERMA, peut-être que vous connaissez. Donc, le modèle PERMA de Seligman, où finalement, on a les émotions positives, on a l'engagement, on a les relations interpersonnelles positives, on a le sens, puis on a l'accomplissement. Puis en fait, cet acronyme-là permet de voir un peu là, les grands piliers du bien-être, mais les relations interpersonnelles positives, ils sont aussi. Donc, c'est assez intéressant de voir que non seulement ça peut contribuer au bien-être, mais quand on met certaines lunettes là, pour comprendre le bien-être, ça fait même partie des composantes elles-mêmes. Si on va un peu plus loin, quand on regarde encore dans d'autres conceptions du bien-être, puis d'autres façons de le voir, des fois, on va aller chercher des conceptions qui vont être vraiment basées sur en fait, les tâches en enseignement, parce que le bien-être doit être contextualisé. Fait qu'en fait, on peut voir même comment l'enseignant, dans ce cas-ci, c'est l'enseignant, mais on pourrait bien transposer à d'autres rôles là, au sein de la communauté scolaire. Dans le fond, comment chacune des tâches assumées au quotidien peut favoriser ou pas le bien-être, donc peut contribuer ou pas. Et en fait, je vous présente ici le modèle de Coley, où finalement, on voit qu'il y a un bien-être qui est lié à l'organisation. Donc, vraiment, toutes les relations avec la direction de l'école, le soutien offert par la direction, la reconnaissance, les règles, tout ça. On a le bien-être lié à la charge de travail, donc la correction des travaux, le fait de tout faire dans le temps alloué, le travail effectué à l'extérieur des heures d'école, tout ça. Puis on a le bien-être lié aux élèves, qui sont liés plus au comportement, à la relation avec les élèves, à la motivation, à la gestion de classe. Quand on regarde ces aspects-là de la tâche, c'est ça qu'on couvre pas toute la tâche enseignante parce que il y aurait des milliers d'items. Mais quand on regarde ça, on se rend quand même compte comment les relations interpersonnelles, encore une fois, sont partie prenante, en fait, sont centrales dans ces conceptions-là. Puis quand on souhaite voir comment le travail va avoir une incidence sur le bien-être. Donc,
C'est important. Je vous disais tantôt, justement, dans ces façons de définir le bien-être-là, c'est une chose, on peut avoir plusieurs conceptions, mais vraiment, le contexte enseignant et le travail enseignant a plusieurs particularités, hein, parce que finalement, puis on pourrait le dire de chaque milieu de travail, mais en même temps, l'enseignement vient exacerber certaines caractéristiques personnelles. Des fois, un contexte de travail fait que certains traits vont ressortir plus. Peut-être que ça va être l'organisation parce qu'il y a tellement de tâches à faire qu'on essaye encore plus d'être organisé alors qu'on l'est déjà, mais c'est comme un trait qui va être exacerbé. Euh, Prenez quelqu'un qui n'aurait pas de patience, ben, on le met dans un milieu scolaire, peut-être que ça serait exacerbé aussi. Habituellement, c'est pas nécessairement des traits qu'on voit, mais ça pourrait être ça. Ensuite, on va voir aussi les relations interpersonnelles qui sont particulières, hein, puis j'en parlais au début. Donc, est-ce qu'on est plus dans une relation de hiérarchie avec la direction ou est-ce que c'est plutôt horizontal comme relation? Ça se pourrait aussi, ça dépend des équipes. Est-ce qu'on essaie d'avoir une relation plutôt horizontale avec les élèves ou on a quand même cette relation-là enseignant-élève, puis comment on la perçoit, comment on la travaille? Donc, les relations sont très particulières. Puis l'environnement de travail est distinctif et complexe. C'est pas juste le soir, on termine le travail, on ferme la lumière, on repart à la maison. Il y a beaucoup d'éléments qui continuent à tourner dans la tête parce que finalement, ces relations interpersonnelles-là, la réussite de l'élève, la réponse aux besoins des élèves, le fait de devoir revenir à un collègue, de soutenir un collègue, de savoir qu'il y en a un qui a passé une mauvaise journée puis on aimerait l'aider, tout ça fait que les relations interpersonnelles viennent même teinter de façon générale le contexte de travail et ce qui nous reste en fin de journée et ce qui peut créer soit une certaine lourdeur, mais soit aussi des fois ça peut être très positif. Donc, ça peut être aussi ce qui a sauvé notre journée. Donc, finalement, un collègue qui est venu nous aider, là, ouf, ça nous fait du bien. Puis ça vient un peu mettre un baume là, sur une journée qui a peut-être été plus difficile, une belle relation avec un élève aussi, ça peut venir mettre un baume sur une journée difficile, des choses comme ça. Donc, c'est important pour le bien-être. Plus largement encore, quand on regarde le soutien social, puis les relations interpersonnelles au travail, quand on le met dans des modèles vraiment de ressources de travail, puis là, en fait, je vous présente celui-ci qui est le modèle des demandes et des ressources de travail, qui est un modèle classique là, en psychologie organisationnelle, mais dans le fond, qui nous dit pour arriver à une certaine performance, puis là, on est peut-être moins dans la performance en éducation, mais on est peut-être plus dans une motivation à faire nos tâches ou dans le bien-être. On essaie de voir qu'est-ce qui va avoir une incidence positive ou négative. Puis là, en fait, on vient vraiment faire comme une balance, puis voir qu'est-ce qui va peser le plus lourd du côté soit des demandes du travail, soit des ressources personnelles et du travail. L'important, c'est que les demandes équivalent à peu près les ressources. Si on nous demande du travail, il faudrait avoir les ressources équivalentes pour pouvoir balancer puis revenir à un certain équilibre. C'est facile à comprendre comme ça. En mettre en pratique, c'est autre chose. Mais en même temps, c'est pas toutes les demandes qui vont avoir le même poids pour tout le monde. Puis c'est pas toutes les ressources qui vont avoir le même poids non plus. Fait que des fois, on rajoute une petite tâche, mais ça va être la tâche qui va venir faire qui va débalancer complètement l'équilibre relatif qu'on avait. Puis d'autres fois, ça prendra pas grand-chose pour pouvoir le remettre, même si la tâche est grande. Donc, toutes les pondérations, autant pour les demandes que pour les ressources, sont relatives. Puis ces demandes-là et ces ressources-là peuvent être vues de plusieurs façons, mais peuvent mener justement soit à une performance au travail, au bien-être, à la motivation. Donc, on le voit là ici. Puis en fait, pour arriver là, puis c'est surtout en fait un modèle à la base de motivation. Fait qu'on voit qu'est-ce qui nous prend d'énergie au quotidien. Puis là, en fait, j'ai mis en bleu là, les éléments qui étaient potentiellement plus liés aux relations interpersonnelles. Donc, il peut y avoir plusieurs éléments qui prennent l'énergie. Puis en fait, on peut le voir de deux façons. Même si ça nous prend de l'énergie, ça peut devenir un beau défi et nous motiver. Des fois, on se dit, ah, OK, oui, c'est un cas casse-tête, mais je sais un peu comment m'y prendre, puis je vais être capable de dépasser ce défi-là, puis ça va me motiver, puis je vais vraiment là, mettre le paquet, puis je vais réussir, puis j'ai mon idée. Ça va prendre l'énergie, mais je vais y arriver. Ça continue à prendre l'énergie quand même, hein? Même si c'est positif, puis pensez à des grands projets que vous avez menés.
des fois, c'est très positif, puis finalement, ça nous prend beaucoup d'énergie, puis une fois que c'est terminé, on fait phew, c'est terminé. On peut respirer, on est content que ça soit passé, on est content de l'avoir fait, mais on est tout content aussi que ça soit passé. Donc, même si c'est très, très positif, il y a des risques quand même de s'épuiser. Si on est juste dans le défi, même si c'est très stimulant, mais justement, ça peut prendre beaucoup d'énergie, puis l'énergie est quand même limitée. C'est comme si on avait une dose d'énergie, puis après ça, il faut voir là, vers quoi, comment on dépense cette énergie-là. Puis au contraire, ça peut venir vers des obstacles. Donc, des fois, des relations interpersonnelles, par exemple. Puis là, je prends l'exemple des relations interpersonnelles, mais une situation qui nous semble être un grand mur devant nous, puis on ne sait pas par où on s'en sort. Mais dans le fond, ça va amener plus de démotivation. Donc, si par exemple, il y a un cas d'élève, plutôt que de nous motiver parce qu'on sait un peu par où aller, on se dit, OK, moi, je pense pas avoir les compétences pour l'aider. Il aurait besoin de tellement plus, mais moi, je peux pas lui donner. Je vois qu'il stagne, mais je peux pas l'aider. Ben, cette, ce sentiment d'impuissance-là peut venir justement être comme un mur, un obstacle, puis amener une certaine démotivation. C'est sûr que là, on ne sera pas nécessairement dans des issues positives. Ça va peut-être avoir une incidence négative sur le bien-être, négative sur la motivation, négative sur la performance. Puis là, pas la performance c'est comme pour euh, gagner des prix ou des choses comme ça, mais juste qu'est-ce qu'on va effectivement faire là auprès de cet élève-là, par exemple, avec un casse-tête. Puis ensuite, on a tout ce qui va nous donner de l'énergie au travail. Donc, on a nos ressources personnelles, certainement. Mais après ça, on va avoir le soutien social, qui est un des éléments clés. Le leadership de l'équipe, l'efficacité collective, l'adéquation du travail avec les valeurs, l'autonomie, tout ça nous donne de la motivation. On veut aller plus loin, puis c'est comme si ça nous donne de l'énergie, ces éléments-là. Donc, des fois, le fait d'avoir une grande autonomie, ben, ça peut venir justement limiter sur la pression du temps. Fait que oui, on a de la pression du temps, mais on peut choisir comment on le fait. Fait que ben, peut-être qu'on peut contourner puis trouver un peu notre compte là-dedans. Fait que c'est là où on vient faire un peu la balance. Tout ça pour dire que les relations interpersonnelles sont encore très présentes et le soutien social, l'élément avec lequel j'ai commencé, est encore une fois un élément central. Donc c'est vraiment important un peu partout. Le soutien social, c'est quoi? C'est assez compliqué. En fait, c'est pas juste le fait d'aider quelqu'un, mais on va le voir dans le fond dans une perspective qui est tripartite. Donc, on peut vraiment voir l'aide là, qu'on va attribuer à quelqu'un. Puis ça peut prendre plusieurs formes. Fait qu'on peut donner, par exemple, on peut être empathique devant un collègue qui pourrait pleurer parce que au bout du rouleau, ça fonctionne pas, et qui a vécu une situation difficile. Fait qu'on est là, on écoute avec bienveillance, tout ça. Ça, c'est une forme d'aide. C'est le soutien émotionnel. On peut donner aussi une rétroaction. Par exemple, Hey, wow, tu as vraiment fait une belle activité avec ta classe. Mais ça, c'est un soutien évaluatif. Donc, on vient comme valider que ce que la personne a fait, c'était bien. On peut donner des informations. As-tu déjà entendu parler de? Puis on donne une ressource. Ça aussi, ça peut aider. Puis on a un soutien instrumental qui est vraiment de venir aider, par exemple, dans la classe, directement dans l'environnement. Ça, c'est les comportements de soutien. C'est pas parce qu'on en reçoit qu'on va le percevoir. Puis c'est pas parce que on en reçoit qu'on le perçoit qu'on va voir comme que c'est positif pour nous. Des fois, on va dire, oh, elle a essayé de m'aider, mais ça n'a pas vraiment marché. Ça se peut. Ensuite, on va avoir toutes les ressources du réseau de soutien. Ça, c'est les ressources qu'on sait qui existent, mais qu'on va pas nécessairement solliciter à chaque jour. Fait que finalement, c'est des ressources, on va se dire comme, OK, si demain matin, j'ai de la difficulté avec, je sais pas, le TBI, le tableau blanc interactif dans la classe, ben, je vais pouvoir aller chercher tel collègue qui a vraiment une bonne connaissance, qui va pouvoir m'aider à faire le branchement ou peu importe. Vous n'avez pas de problème avec votre tableau, mais si jamais ça arrivait, vous savez qu'il y a des ressources. Donc, c'est comme juste de savoir, ça peut avoir une instance positive. Et en fait, on va regarder souvent les réseaux en termes de taille, qui est là, de la diversité, de la qualité des liens, donc qui est vraiment là pour soutenir quand ça va être le moment de soutenir. Puis ensuite, on va avoir l'évaluation subjective du soutien. Et ça, c'est l'aspect qui est le plus lié avec le bien-être. Donc, il faut avoir une certaine satisfaction à l'égard du soutien reçu pour que ça ait des retombées positives pour nous. Si on n'a pas de satisfaction,
ben, finalement, ça va passer un peu comme le reste, puis ça va être bon, une interaction comme une autre au quotidien. On va aussi avoir le sentiment d'être respecté. Fait que quelqu'un qui vous dit, par exemple, oh, gros problème, moi, j'irais consulter un psychologue. Si vous ne le connaissez pas, ça se peut que ce soit un peu confrontant parce que, OK, il n'a pas compris j'étais qui, il n'a pas compris mon problème, il m'a pas écouté, on ne s'est pas senti respecté. Euh, des fois, le soutien passe un peu à côté. Des fois, on n'a pas le lien de proximité là, pour recevoir le soutien qui est donné. Puis d'avoir l'impression que les autres se soucient de nous aussi. C'est pas juste comme, OK, ben fais ça, là, un peu pour se débarrasser. C'est vraiment parce que les autres se soucient de nous. Quand on part avec le soutien, c'est comme ça qu'on peut arriver à quelque chose d'assez positif. Mais en fait, c'est qu'il faut partir puis se dire, OK, mais comment si on le perçoit pas toujours, si c'est pas toujours positif, comment on peut arriver à essayer du moins que ça soit le plus positif possible? La première étape, c'est pas compliqué, c'est d'identifier ses besoins. C'est de se dire, OK, de quoi j'ai besoin? Puis en fait, souvent, on se pose la question à moitié. On va chercher de l'aide, mais OK, avec quoi tu as vraiment besoin d'aide? Ben, à peu près tout, là, je comprends pas la tâche à faire, je comprends pas, il y a trop d'éléments dans le cas de l'élève que je comprends pas. Donc, on peut pas nécessairement aller chercher ensuite le type de soutien qui serait positif pour nous. Fait qu'est-ce qu'on a besoin juste d'être écouté? Est-ce qu'on a besoin d'être conseillé? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une rétroaction sur ce qu'on a déjà fait? Est-ce qu'on a besoin d'être aidé en classe? Tout ça va dépendre un peu de c'est quoi notre besoin. Des fois, on se dit, là, OK, regarde, j'ai pas besoin de solution, j'ai juste besoin de vider mon sac. Ça serait amplement suffisant, puis ça se termine comme ça, puis c'est le soutien dont on avait besoin. Qui va nous amener ensuite à identifier les meilleures sources de soutien pour y répondre. Qui peut vous soutenir, puis qui va vous donner le soutien qui est le plus positif pour vous. Puis ça, c'est important, parce que finalement, si demain matin, vous avez une crevaison sur le bord de la rue, vous n'allez pas appeler la même personne que pour un élève qui a fait une fugue dans l'école. Il y a deux personnes différentes pour deux besoins différents. Des fois, c'est très clair, puis des fois, c'est pas si clair que ça. Mais on peut faire des choix, puis les choix, souvent, sont faits en fonction de l'énergie qu'on a. Est-ce qu'on a vraiment l'énergie pour aller chercher de l'aide externe ou pas? Mais ça, en fait, c'est toutes des questions qu'il faut se poser aussi. Puis ça rentre dans l'équation. Une fois qu'on reçoit le soutien, c'est aussi d'évaluer les retombées du soutien qui a été reçu, pardon. Donc, est-ce qu'on a vraiment l'impression que ça nous a aidé ou pas? Puis si ça nous a pas aidé, il faut recommencer la boucle. Qu'est-ce qui a fait que ça nous a pas aidé? C'est quoi notre besoin actuellement? Est-ce qu'on a répondu à la moitié de la question, 100% de la question? Est-ce qu'on a encore... Il faut recommencer la boucle plusieurs fois si jamais ça fonctionne pas. C'est pas obligé de faire la boucle, on n'est pas obligé tout le temps, puis on n'est pas toujours en train de réfléchir à ça. La boucle est importante quand on est devant un mur, puis quand on se dit ça fonctionne pas, puis là, je reçois pas d'aide. Là, il faut commencer à réfléchir aux étapes. Quand ça fonctionne bien, tant mieux, on n'a même pas besoin d'y penser, il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui sont inconscients. Mais en même temps, quand ça fonctionne pas, c'est là où il faut se poser des questions puis décortiquer. Puis en même temps, quand on parle de soutien, c'est pas juste non plus d'aller dans des éléments, c'est quand on dit bienveillance, écoute, c'est pas nécessairement juste des conseils, puis de tomber dans une pensée positive parce qu'il faut que ça développe le bien-être, parce que souvent on tombe là-dedans. Fait que, ah ben oui, mais tu sais, plains-toi pas, il y a pire ailleurs. Ben là, on vient d'invalider ce que la personne dit. Il suffit d'y croire pour que ça arrive. Quand on, ben, des fois, non. Puis dans un contexte où il y a beaucoup de pénurie, de manque, de roulement, tout ça, c'est pas juste parce qu'on y croit que ça va arriver. Au contraire, il faut vraiment mettre les bouchées doubles puis trouver des ressources. Puis des fois, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Il faut toujours rester positif, certainement pas. Il faut apprendre à vivre les émotions négatives, mais justement de la bonne façon. Bref, pour que ça ait une issue positive, il ne faut pas nécessairement juste qu'on soit dans le positif, nuage et arc-en-ciel et licorne. Donc, est-ce que c'est toujours positif? Je l'ai dit plusieurs fois, certainement pas. Puis en fait, il y a quelques éléments en fait pour lesquels, ben, en fait, on va réfléchir ensemble aujourd'hui, mais pour lesquels je vais attirer votre attention, mais il pourrait y en avoir plusieurs autres. Donc, les relations interpersonnelles au travail peuvent avoir une incidence plus négative, notamment quand on est face à des symptômes d'épuisement professionnel. Puis là, on va pouvoir en discuter un peu plus comment. Euh, la qualité des relations interpersonnelles avec les élèves peut en prendre un coup justement aussi avec les symptômes d'épuisement professionnel. Puis on peut arriver aussi à une certaine contagion émotionnelle.
on va voir tout ça. On va commencer juste avec l'épuisement professionnel, puis ses principales dimensions, puis en fait, qu'est-ce qui peut avoir une incidence sur les relations interpersonnelles au travail. Donc, de façon générale, l'épuisement professionnel peut être défini, là, puis il y a une grande définition, puis en fait, je vous propose une définition un peu alternative parce qu'elle est un petit peu plus fragmentée, un petit peu plus détaillée, pardon. Puis en fait, ça nous permet d'avoir accès à certains aspects qui sont un peu escamotés là, dans la définition qui est la plus courante, qui est associée notamment là, au Maslach Burnout Inventory. Donc, on va avoir l'épuisement général, juste le fait d'être fatigué. On va avoir la distance mentale. Ça, c'est vraiment comme de se protéger. Donc, c'est comme s'il n'y a plus rien qui nous atteint vraiment. On essaie de faire une distance. Ça, en fait, c'est qu'on peut faire une distance même dans nos relations interpersonnelles. Justement, dans l'autre définition, on va appeler ça la déshumanisation de la relation. Donc, c'est vraiment là, c'est comme si ça ne nous affectait plus parce qu'on est tellement centré sur nous que finalement, on crée une distance pour se protéger. Ça fait qu'on n'est plus au fait des besoins de la personne qui est devant nous, que ce soit des élèves, que ce soit des collègues, que ce soit de la direction. On crée une distance. On va avoir l'altération des facultés émotionnelles. Donc, on peut être plus à fleur de peau, réagir plus fortement. Puis, on va avoir l'altération des facultés cognitives, faire plusieurs erreurs, être un peu étourdi, là, dans le sens où on oublie ce qu'on avait à faire, on n'est peut-être pas focus, on n'est pas concentré, on a de la difficulté à se ramener. Puis ensuite, il y a des dimensions secondaires, mais là, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais on va rester un peu là-dessus pour la suite. Donc, quand on vit de l'épuisement professionnel, justement parce qu'il y a cette distance mentale-là qui se crée, puis là, je dis vivre un épuisement, c'est pas nécessairement être en diagnostic d'épuisement, là, puis que ça soit vraiment avéré. On peut avoir des symptômes d'épuisement professionnel aussi au quotidien, sans nécessairement que ça soit euh, alarmant. Ben, on veut pas en vivre le plus possible, mais que ça soit vraiment là, problématique au point où de l'aide externe doit être impliquée. Mais en fait, le soutien social peut paraître comme moins aidant parce que finalement, c'est comme si on n'avait jamais assez d'aide pour tout ce qu'on a à faire parce que c'est tellement gros, il y a tellement de choses à faire, on est fatigué, on est à fleur de peau. Fait que c'est comme si toute l'aide qui nous est donnée, c'est comme si ça valait un petit peu rien parce que on aurait besoin de tellement pour être capable de faire nos tâches que finalement, on n'arrivera jamais à toute cette aide. Le soutien social peut passer inaperçu parce que justement, on a besoin d'aide tellement spécifique, puis on est tellement centré sur nous, puis il y a une distance, puis que finalement, on ne le voit pas. On peut aussi, autant on peut voir l'aide qui nous est donnée, mais le soutien qui est disponible. Fait que finalement, on essaye le plus possible par nous-mêmes ou on va tenter là, d'aller cogner à une ou deux portes de collègues, mais on ne va pas aller chercher des ressources externes peut-être qui seraient les plus favorables pour ce qu'on est en train de vivre. Le soutien social peut avoir des retombées négatives aussi sur la personne. Par exemple, quelqu'un qui est très fatigué, qui justement, puis encore une fois, là, dans l'autre modèle d'épuisement professionnel, on va avoir justement tout ce qui est un sentiment de compétence plus faible. Mais là, en fait, quand on reçoit du soutien, ça peut venir confirmer qu'on n'est pas compétent. Parce que pourquoi tu aurais besoin de me soutenir si j'étais compétent? Si j'étais compétent, je pourrais le faire. Fait qu'on vient d'une certaine façon confirmer, puis ça peut même avoir des retombées négatives. Parce que des fois, on veut aider, puis on essaie de voir comment on peut aider, mais on aide d'une façon où cette tâche-là, personne n'aurait pu la faire. Fait que finalement, on répond pas nécessairement à ses besoins, mais pour elle, c'est que ça vient confirmer qu'elle n'est pas compétente pour le faire. Fait que, même si on est plein de bonne volonté, des fois, on peut passer un peu à côté. Puis en tant qu'aidant, la personne qui vient apporter de l'aide, on se dit, ben voyons donc, je l'aide tout le temps, puis on dirait que ça passe au-dessus de sa tête, puis ça ne donne pas l'effet escompté. C'est parce que la personne n'est plus dans cette logique-là non plus. On a mené une recherche justement pour comprendre comment les sources de soutien, puis je peux peut-être même partir ça, dans le fond, pour comprendre justement ce phénomène-là, de qui est là pour soutenir, puis comment finalement ça peut avoir une incidence, en fait, comment l'épuisement professionnel, puis les symptômes d'épuisement professionnel peuvent avoir une incidence sur l'aide qu'on va aller chercher. Fait que finalement, on a demandé à euh, c'est près de 120 enseignants au vu d'une dizaine de situations types en enseignement, d'identifier les principales sources de soutien qu'ils consultaient. Donc, au préalable, on a une cartographie de tout le soutien qui existait, autant interne à l'école qu'externe à l'école. Puis, en fait, on voulait voir c'était quoi les principales sources de soutien, puis si elles étaient internes ou externes à l'école.
En fait, on est parti de ça, puis en fait, là, vous voyez, là, les participants avaient à classer le top 3 pour chacune des situations des ressources qu'ils sollicitaient. Parmi les 18 sources de soutien potentielles, donc les 18 qui auraient pu être sélectionnées, les collègues qui ont le même rôle que les répondants. Fait qu'ici, c'est un enseignant, en fait, c'est juste des enseignants. Donc, les enseignants, c'est la ressource la plus fréquemment ciblée. Ils vont, ils figurent parmi le top 3 pour les 10 situations. Donc, autant quand on a besoin d'être créatif pour des nouvelles idées pédagogiques, que quand on perd patience devant un élève, que quand on a de la difficulté avec la direction scolaire, que quand on a des questions plus d'ordre légal, toujours les collègues qui sont dans le top 3 suivi par les directions qui sont aussi évoquées pour les 10 situations de type, moins souvent en première place. Ensuite, viennent les amis et la famille. Donc, avant même les ressources spécialisées, on arrive aux amis et à la famille. Puis ensuite, on va voir les enseignants ressources. Là, c'est une recherche qui a été menée au Nouveau-Brunswick, ce qui équivaut aux orthopédagogues, par exemple, au Québec, qui vont arriver en quatrième place, tout dépendant là, euh, des, euh, des situations, notamment par rapport à l'inclusion scolaire ou tout ça. Et c'était ça revenu. L'association professionnelle puis les parents des élèves, c'est pas mal les deux sources. Puis là, parents des élèves, est-ce qu'on le considère vraiment comme externe, qui vont être évoqués, mais qui sont un peu externes à l'école. Autrement, c'est dans l'école et c'est principalement les collègues. C'est intéressant, mais il y a quand même un mais. On a mené une autre recherche, puis celle-là, là, il y a 452 enseignants qui ont été pris en considération pour ces analyses-là. On a essayé de voir avec les enseignants quand ils sont pas épuisés, puis en fait quand ils vont bien, puis on essaie de voir en fait de créer des profils autant en prenant en considération des données sur le bien-être puis l'épuisement professionnel. Fait qu'on a vu justement le premier profil, c'était des enseignants par exemple qui avaient un bien-être assez élevé puis des symptômes d'épuisement professionnel bas. Le deuxième profil, c'était un petit peu plus médian. Le troisième profil, c'était comme médian, mais un petit peu plus bas. Puis le quatrième profil, c'est ceux qui avaient justement les, euh, les symptômes d'épuisement professionnel un peu plus élevés, puis bien-être un peu plus bas. Fait que ça nous donnait 4 profils. Puis on essaie de voir c'est quoi le lien entre ces profils-là, donc les enseignants qui vont bien, les enseignants qui vont moins bien, les profils médians, puis la qualité des relations interpersonnelles. Parce que souvent, on va dire, ah oui, ça a des retombées sur les relations interpersonnelles. Mais comment? Fait que là, puis on voulait savoir aussi à partir de quand, est-ce que c'est juste les enseignants épuisés ou c'est même quand on se sent un peu fatigué, fait que le profil 3, par exemple, là, qui est pas, c'est pas notre extrême, mais qui est médian en bas, est-ce que là aussi on peut voir des retombées? Puis on voulait voir justement quand est-ce que ça allait avoir des retombées sur la qualité des relations interpersonnelles et avec qui. Donc, sans surprise, là, le profil 1 qui était haut sur le bien-être, puis les symptômes d'épuisement professionnel étaient bas, les relations étaient très positives avec les 4 référents, donc la direction, les collègues, les élèves et les parents. Le profil 2, les relations modérément positives, c'est quand même tout positif, mais moins marqué. Le profil 3, notre profil ici, qui n'est pas notre extrême, mais qui est un médian un peu moins positif, en fait, on remarque des relations interpersonnelles neutres ou légèrement négatives, surtout avec la direction, les collègues et les parents. Puis on a les relations les plus négatives avec notre dernier profil, donc les enseignants qui ont plus de symptômes d'épuisement professionnel. Ça, c'est pas le résultat qui nous a le plus frappé, mais en même temps, c'est surtout avec la direction des collègues. Puis là, on se rappelle que c'est nos principales sources de soutien. Donc, c'est les premières qualités, en fait, c'est les premières relations aussi où on perd finalement plus en qualité. C'est comme si on protège un peu les élèves, les parents. Euh, donc, c'est assez éloquent. Puis à travers ça, puis je vais aller assez rapidement parce que je vois le temps qui file, mais juste bon, parfait. On a aussi là, justement la contagion émotionnelle des symptômes d'épuisement professionnel. La contagion émotionnelle, ça peut être conscient comme inconscient. Des fois, on se rend compte que finalement, euh, quand on rentre dans une pièce, par exemple, là, on l'a tous déjà vécu, vous allez bien, vous rentrez dans une pièce, tout le monde est comme un il s'est passé quelque chose, si les gens sont en train d'échanger sur un sujet un peu plus négatif, vous rentrez, puis là, c'est comme si on sent un petit peu nous-mêmes là, des émotions négatives.
puis là, on sort de la pièce après avoir pris, par exemple, avec un lunch. On arrive avec notre lunch dans la salle, puis il y a déjà une discussion en cours, puis là, on fait comme, oh, OK. Puis là, on ressent des émotions négatives, puis quand on ressort, on n'a pas la même émotion que quand on est rentré. À l'inverse, des fois, on est un petit peu, on a une matinée difficile, on arrive devant nos élèves en classe, ils sont pleins d'énergie, plein d'histoires à raconter, ils sont contents. Ah, ben là, ça nous redonne l'énergie, de la motivation, puis ah, c'est parfait. On est parti pour notre journée. Fait qu'en fait, la contagion émotionnelle, c'est un peu ça. Ça peut se faire autant là, avec des émotions, mais aussi plus avec des symptômes d'épuisement professionnel. On peut tomber, par exemple, dans une co-rumination ou le fait qu'on est épuisé, si on en parle, on en parle, on en parle, mais plutôt que de trouver des solutions, on fait juste en parler, puis finalement, ça devient lourd, puis on rumine un peu des émotions négatives. Ça peut avoir un effet de contagion émotionnelle. Donc, ça passe par des processus conscients. Des fois, on s'en rend compte, des fois, on s'en rend pas compte. Ça peut être des émotions spécifiques, par exemple des émotions négatives, mais ça peut être une humeur plus générale aussi. Ça peut être entre deux personnes, ça peut être par petits groupes, ça peut être par organisation. Des fois, on se dit, ah, l'ambiance dans cette école-là, c'est super, ou au contraire, c'est plutôt négatif. Et qu'est-ce qui fait que tout un groupe on peut mettre une étiquette sur tout un groupe, c'est un peu ça aussi. Puis en fait, on peut voir ça comme un processus d'influence sociale aussi, un peu, d'une certaine façon, provoquer un peu de contagion émotionnelle, là. Je rentrerai pas trop là-dedans, tout de suite, mais quand même, pour rien mettre. Donc, la contagion émotionnelle en milieu scolaire, euh, les relations interpersonnelles, ça peut être un vecteur. Il peut y avoir des émotions positives et négatives, des symptômes d'épuisement professionnel. Puis, en fait, la contagion émotionnelle peut être modulée par la fréquence des interactions sociales. Plus on a des interactions sociales, plus on risque d'avoir une contagion émotionnelle. Il y a une susceptibilité individuelle, donc des fois, c'est juste parce qu'on est plus fragile, plus sensible à ça. Là, on revient aussi aux symptômes d'épuisement professionnel avec tout ce qui est altération émotionnelle. Donc, on n'est pas capable de gérer nos émotions de la même façon. Peut-être qu'on peut être plus atteint. Il y a l'effet de communauté, il y a les caractéristiques du milieu de travail. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on n'en parle pas. Mais ça fait quand même partie des retombées des relations interpersonnelles. Donc, on parle beaucoup de toutes les relations sociales et puis toutes les relations interpersonnelles au travail chez les enseignants ou dans les écoles. Mais en même temps, on parle assez peu de contagion émotionnelle. Puis en fait, là, quand on regarde la compréhension de la contagion émotionnelle, on peut avoir comme trois cas de figure. Soit qu'on va activer des émotions positives, soit qu'on va avoir une issue plutôt neutre, ça ne change rien pour nous, ou soit que on va avoir une désactivation. Donc finalement, on vivait par exemple, je sais pas, des émotions négatives, puis là en fait, ça va être désactivé. Donc comme ça, on va revenir plus au neutre parce que les gens étaient dans un autre état d'esprit, puis ça nous fait changer d'émotion, mais dans le fond, ça désactive une émotion. Dans ce cas-là, soit négative, soit positive. Puis un autre élément important à considérer, puis c'est le dernier là, que j'ai abordé aujourd'hui, mais c'est aussi le lien entre la contagion émotionnelle puis le soutien social. Puis là, c'est une autre recherche qu'on a menée justement sur la contagion émotionnelle dans les milieux puis le soutien social. Puis en fait, il y avait un participant qui nous ramenait en fait la citation suivante, qui dit il me semble comme des personnes qui sont pas très conscientes de l'effet qu'ils ont sur les autres. Ça peut les faire sentir un peu mieux de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui sort aussi mal qu'eux. Fait que c'est comme si, quand on va pas trop bien, mais si quelqu'un va très bien devant nous, c'est comme si on va, oui, vouloir aider, mais en même temps, si tu vas trop bien après, c'est comme si moi, je me sens encore plus coupable d'aller bien. Fait que c'est facile de tomber dans le cercle vicieux et d'être négatif sans même t'en rendre compte. Puis si tu as moindrement un peu de confiance en toi, puis que ton mentor, c'est une de ces personnes-là qui a une tendance à être plus négative, ben finalement, ça a une incidence sur toi. Fait que finalement, des fois, oui, on veut aider, puis oui, la personne qui est là pour nous aider le fait de bon cœur, mais si cette personne-là est en coordination ou justement est plus dans le négatif, ben, ça peut avoir une incidence sur nous. Donc, quoi retenir de tout ça? Pour la pratique, prendre conscience,
ce que je ressens peut se transmettre. Fait que ça, déjà, c'est important parce que ça, on va le faire avec les élèves, hein. On va dire, OK, ben là, tu sais, on essaie d'être dynamique, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on veut les motiver. Mais finalement, ça peut aussi avoir une incidence sur nous, puis de façon générale, la communauté scolaire. Donc, le stress ou l'épuisement peut être contagieux, affecter le climat de classe ou le climat de la collectivité. Prendre conscience, c'est déjà un levier. Parler ouvertement des dynamiques en équipe permet d'agir en amont, de dire, OK, peut-être qu'il y a certains endroits aussi dans l'école où c'est plus à risque. Est-ce que le salon des personnels, c'est une place à risque? Oui. Ben, est-ce qu'on peut se mettre quelques balises? OK. Quand on rentre là, le mardi, on parle je sais pas, de nos activités préférées en dehors de l'école. Est-ce qu'on donne juste une petite consigne pour sortir d'une co-rumination? Ça peut être des idées. Des outils concrets pour les équipes, donc la formation initiale continue devrait inclure des repères sur la gestion des émotions puis la prévention de la contagion émotionnelle, parce que ça peut devenir un processus conscient aussi. C'est sûr qu'on ne deviendra pas parfait, qu'on ne va pas l'enlever au complet, mais en même temps, quand on sait qu'on s'adresse à des milieux qui sont sous pression par la pénurie, par le roulement, par le stress, par l'épuisement professionnel, bien, c'est quand même important de l'avoir en tête. Puis on peut agir en renforçant un climat scolaire bienveillant. Donc, dire les vraies choses, avoir des espaces sécuritaires pour pouvoir parler, en développant des stratégies de coordination de collègues, donc vraiment des espaces où, oui, on peut parler, mais pas nécessairement de juste broyer du noir, mais aussi avoir peut-être des espaces qui permettent des issues positives. La dernière. Donc, voir les collègues comme des premiers répondants. Fait que ça, c'est important. Hein, quand on parle de soutien, par exemple, ben, les collègues sont toujours là, mais souvent on ne le reconnaît pas, ça, ni dans leurs tâches, ni au quotidien. Pourtant, c'est eux qui viennent soutenir. Fait que ça, c'est important. Puis en fait, on peut aussi venir non seulement reconnaître, mais structurer un peu le soutien. Donc ça veut dire, ben, à qui t'as donné du soutien aujourd'hui? OK, t'as soutenu tant de personnes, ben bravo, on peut le reconnaître. Puis on peut aussi dire, ben, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es allé plus dans leur classe les aider? Est-ce que tu as écouté? Ça peut être aussi de revenir là, à l'espèce de boucle que je vous ai montré plus tôt, et de dire, OK, ben, où est-ce que vous en étiez, puis comment vous avez pu soutenir au mieux. Donc, c'est important de réfléchir collectivement au rôle et aux formes de soutien à offrir dans les écoles, de valoriser les ressources internes, puis de le voir comme des points d'appui accessibles au quotidien. C'est de favoriser un arrimage bottom-up pour vraiment comprendre quelles sont les ressources les plus utilisées par les enseignants, dans ce cas-ci. Par exemple, le soutien, puis de vraiment le valoriser. Fait qu'on devrait aussi le mettre de l'avant, mais autant dans une formation, autant au quotidien, de partir de ces sources-là pour pouvoir peut-être former certains enseignants au soutien, comment on soutient au mieux, comment on évite la contagion émotionnelle, des choses comme ça. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà, je vais arrêter ici. Il reste quelques minutes là, pour des questions, mais voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Katharina, c'est vraiment apprécié.